part, le déluge de données dépasse maintenant la capacité d'analyse des humains. Et là, l'IA peut être un superbe outil d'aide à la décision. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. L'IA pour aider à la décision, notamment dans le domaine militaire. On en parle cette semaine avec Thales, qui présente ses nouvelles technologies boostées à l'intelligence artificielle pour l'armée, mais aussi pour l'aviation civile. L'IA encore, si vous n'arrivez pas à vous y retrouver dans le maquis des intelligences artificielles génératives actuellement, eh bien pas de panique. On va tirer tout ça au clair avec Benoît Raphaël de la newsletter Génération IA. Mais avant cela, l'actu de la semaine avec Lisa de Bernard et Apple qui fourbit ses armes précisément en matière d'intelligence artificielle et qui promet des annonces incroyables lors de sa prochaine conférence développeur. L'iPhone victime d'un piratage plutôt inquiétant. Et puis on va revenir aussi sur le piratage en France des espaces numériques de travail qui touchent les lycéens et les collégiens. L'innovation de la semaine, je vous parle d'un nouveau service gratuit pour détecter les arnaques précisément. Et enfin le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti. On parle des nouveaux deepfakes qui permettent de voler notre image pour en faire des publicités. Et on aborde l'éternelle question de l'anonymat sur les réseaux sociaux qui revient sur le tapis. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 30 avril 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Monde Numérique, l'hebdo. L'hebdo, c'est chaque samedi 50 minutes de news et d'interviews, plus d'une heure si vous êtes abonné à la version premium sur Apple Podcast. Et puis, Monde Numérique, les autres jours de la semaine, eh bien, ce sont aussi des interviews long format, des éditos, des bonus. Tout cela disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, également sur YouTube Music aussi, et sur les assistants vocaux. Enfin, Monde Numérique, c'est une newsletter, on le rappelle, à laquelle vous pouvez vous abonner via le site mondenumérique.info. Avant de démarrer cette semaine, aussi un petit mot pour vous annoncer un nouvel épisode du Grand Débrief, l'émission spéciale mensuelle que je vous propose avec mes camarades Bruno Guglielminetti et François Sorel. L'épisode du mois de mars à écouter en date du 31 mars 2024. C'est parti pour l'actu de la semaine. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine, comme chaque samedi, on retrouve Lisa de Bernard. Salut Lisa. Salut Jérôme. Avec toi, on passe en revue les news qu'il ne fallait pas rater cette semaine et on commence par un événement de printemps. C'est tous les ans, c'est pareil. La grande conférence des développeurs d'Apple, la WWDC. Alors, c'est pas tout de suite. Ce sera le 10 juin prochain, mais ça fait déjà couler beaucoup d'encre parce que ça vient notamment d'être annoncé officiellement, c'est-à-dire que les développeurs ont reçu l'invitation par mail. Et une fois encore, Apple nous promet monts et merveilles. Oui, ce sera absolument incroyable. Apple l'annonce. It's going to be absolutely incredible avec des majuscules à A et I. A et I comme AI, intelligence artificielle, bien sûr. Apple semble en retard dans ce domaine et tout est à prouver. Alors, qu'est-ce que Tim Cook va nous sortir de son chapeau cette année? On parle d'un possible partenariat avec des ténors du secteur, Google, OpenAI ou Anthropic, peut-être même les trois à la fois, pour intégrer de l'intelligence artificielle dans le prochain système d'exploitation de l'iPhone, iOS 18. Avec qui et pour proposer quoi? Il faudra attendre le 10 juin pour le savoir. On va patienter sagement d'ici là. Mais c'est vrai que c'est toujours un événement qui marque l'année d'un point de vue technologique. D'ici là, Lisa, donc on a le temps de spéculer sur les annonces. Et bien sûr, il sera également question du nouveau casque Vision Pro. Bien sûr, au-delà des très attendues mises à jour logicielles et donc du lancement d'iOS 18, Apple ne manquera certainement pas de faire de son casque de réalité mixte l'une des stars de cette conférence. On peut s'attendre à des améliorations sur le système d'exploitation, le Vision OS, tout juste un an après la présentation du casque à l'occasion du WWDC en 2023. On peut également espérer que la commercialisation du casque soit étendue à l'Europe. Pour rappel, le Vision Pro est disponible aux États-Unis depuis le mois de février, mais n'a pas encore traversée pour arriver jusqu'en Europe. Autre point sur lequel Apple est attendu, les Apple Watch qui fêtent leurs 10 ans cette année. D'après Mark Gurman, journaliste de l'agence de presse Bloomberg, Apple compterait présenter watchOS 11, présent donc sur la prochaine version de ses montres connectées. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout cela s'inscrit dans un contexte. Apple doit jouer serré en ce moment parce qu'il est de plus en plus dans le collimateur, d'une part de la réglementation européenne, on a eu l'occasion d'en parler, mais également, et ça c'est nouveau, dans le collimateur de la justice américaine.
Effectivement, après l'Europe et son DMA, c'est au tour des États-Unis de prendre Apple en étau. Le département de la justice reproche à la marque à la pomme de monopoliser le marché du smartphone et d'empêcher la concurrence d'y fleurir. Il est notamment reproché à Apple de ne pas autoriser les services de cloud gaming sur les smartphones, d'empêcher les développeurs tiers d'utiliser sa technologie de paiement sans fil NFC ou encore de refuser les applications tierces de messagerie SMS. Et on discute de tout ça d'ailleurs ce week-end dans le Grand Débrief, l'émission spéciale qu'on vous propose chaque mois sur le fil du podcast Monde Numérique. Donc épisode du 31 décembre avec mes camarades François Sorel et Bruno Guglielminetti à ne pas rater surtout. Allez, on va rester un instant encore dans l'univers Apple avec une alerte inhabituelle en matière de cybersécurité, alerte au phishing, et c'est le système d'identification de la marque à la pomme qui est touché, ce qu'on appelle l'Apple ID. Donc c'est assez rare pour être signalé, mais de nombreux utilisateurs d'iPhone ont rapporté ces derniers jours des problèmes, des notifications apparaissant sur leur téléphone, leur proposant de réinitialiser leur mot de passe. Qu'est-ce qu'on sait exactement de cette histoire, Lisa ? Eh bien, c'est l'affaire d'une faille de sécurité rapidement exploitée par des cybercriminels, Jérôme. Depuis quelques jours, les tentatives d'hameçonnage se multiplient sur les iPhones, pourtant réputés pour être parmi les smartphones les plus sécurisés sur le marché, mais également sur les Mac et les Apple Watch. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, c'est une fenêtre de notification qui apparaît et qui propose à l'utilisateur de réinitialiser son mot de passe. C'est donc une notification liée au système d'exploitation, ce qui est donc très trompeur. Ce sont bien sûr de fausses alertes. Celles-ci peuvent apparaître plus d'une dizaine de fois. Et évidemment, il ne faut pas cliquer ni consciemment, ni par inadvertance. Oui, bien sûr. Mais si par malheur on clique, il se passe quoi ? Eh bien, cela ouvre l'accès à la modification du mot de passe pour les cybercriminels qui prennent ensuite la main sur le compte de la victime. Mais ce qui est le plus fou dans cette histoire, Jérôme, c'est qu'en fait, ils ne s'en tiennent pas aux notifications. Pour les utilisateurs les plus tenaces, il est possible qu'ils reçoivent un appel d'une personne se faisant passer pour le support d'Apple, soi-disant dans le but de les aider. Et oui, le but de la manœuvre, eh bien, finalement, c'est de récupérer le code OTP, c'est-à-dire les codes de validation d'une action à distance, qui représentent en fait la dernière barrière de sécurité avant un changement de mot de passe. Bon. Et est-ce qu'on sait comment les pirates ont fait pour accéder ainsi au système ? Eh bien, pour l'instant, il est difficile de comprendre comment les hackers agissent. Il est évident que le système de réinitialisation du mot de passe présente une faille qui leur permet d'envoyer un grand nombre de requêtes en peu de temps, mais Apple n'a pas encore communiqué sur le sujet. Donc si vous possédez un iPhone, prudence, attention si vous recevez un message même qui semble venir vraiment du système de l'iPhone. Et en matière de cyberpiratage, toujours, la grosse affaire de la semaine en France, cette semaine, c'est le piratage des réseaux de l'éducation nationale ENT, les espaces de travail numérique, qui normalement sont réservés aux élèves, aux familles, aux enseignants, mais on sait que de nombreux utilisateurs ont reçu des messages particulièrement inquiétants. Oui, c'est un mail signé de l'État islamique ou encore des messages indiquant une attaque terroriste imminente, des vidéos insoutenables de décapitation. Voilà, c'est le type de contenu qui inonde progressivement les boîtes mail des ENT de nombreux collèges et lycées en France depuis peu. Ce jeudi, le ministère de l'Éducation nationale estimait à 323 le nombre de menaces réparties dans 44 départements et 20 académies, dont quelques 130 établissements rien qu'en Île-de-France. Des menaces terroristes qui ont eu pour effet de déstabiliser établissements et gouvernements quelques jours à peine après l'attaque de Moscou qui elle-même a été revendiquée par le groupe État islamique au Khorasan. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un contexte qui est un peu inquiétant. La question qui se pose évidemment, c'est de savoir comment ça a pu se faire. En fait, comment est-ce que les pirates ou pseudo-pirates, on ne sait pas encore, ont pu s'introduire comme ça dans les ENT ? Pour le moment, on n'en est qu'au stade des théories, Jérôme. Toutes les pistes sont explorées, mais celle d'une faille de sécurité ou d'une vulnérabilité de la sécurité des systèmes d'information a été écartée, selon un communiqué de l'Éducation nationale. Il reste donc l'hypothèse de l'utilisation d'identifiants volés ou d'une campagne d'attaque menée en interne par des utilisateurs de l'ENT eux-mêmes. En tout cas, selon les premières informations délivrées par la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, il semblerait que ces attaques se soient déroulées sur le territoire français, ce qui exclut la piste des hackers russes qui mènent en ce moment de violentes campagnes de désinformation et de déstabilisation à l'encontre de la France. Par ailleurs, une première interpellation a eu lieu ce jeudi à Malakoff dans les Hauts-de-Seine, celle d'un jeune homme soupçonné d'avoir diffusé plusieurs de ces messages. Du reste, l'enquête se poursuit.
Écoute, moi je le sentais arriver depuis le début, cette histoire, que ça devait être non pas une blague, mais peut-être une mauvaise blague de la part d'un élève tout simplement d'une bande d'élèves. Voilà, et via la récupération d'identifiants de connexion et de mots de passe, mais pas forcément d'un piratage à proprement parler. Pendant ce temps-là, il y a un sujet qui revient sur le tapis, c'est celui de l'impunité, en tout cas l'anonymat sur les réseaux sociaux, avec cette sortie d'un député qui réclame la mise en place d'une identité numérique vérifiée pour lever, dit-il, l'anonymat sur les réseaux. Eh bien, pour comprendre cette histoire, Jérôme, il faut revenir quelques mois en arrière, vers la fin de l'été plus précisément, date à laquelle les discussions autour du projet de loi visant à sécuriser l'espace numérique avaient mené certains députés à proposer la levée de l'anonymat en ligne, afin de faciliter notamment les démarches des autorités en cas de délit. Plusieurs amendements avaient été déposés en ce sens, en vain. Et puis, cette semaine, alors que l'examen du texte en commission mixte paritaire a débuté, avec en ligne de mire l'adoption du texte dans sa version définitive, Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne, également rapporteur du projet de loi numérique, est revenu à la charge sur le sujet. Il réclame donc dans une tribune signée par une coalition de 125 députés, parmi lesquels on retrouve Olivier Véran, Carl Olive ou encore Clément Beaune, l'interdiction de l'anonymat vis-à-vis des autorités lorsqu'un crime ou un délit est commis en ligne. Alors il faut rappeler qu'il n'y a pas d'anonymat à proprement parler sur Internet, il y a juste un pseudonymat, mais parce qu'avec l'adresse IP, on peut toujours retrouver l'auteur d'une infraction, mais ils font quand même un certain nombre de propositions très concrètes, ces députés. Eh bien, il propose la mise en place d'une identité numérique vérifiée, inaccessible pour le réseau social et les autres utilisateurs, mais accessible par les forces de l'ordre en cas de délit. Techniquement, en fait, il serait nécessaire que chaque internaute relie ses différents comptes à sa véritable identité. Le pseudonymat sur les plateformes en question pourrait être conservé, mais il serait levé du point de vue de la justice en cas d'infraction, ce qui donnerait donc accès au nom, prénom et contact direct de la personne en question. Voilà, bon, cela dit, il y a peu de chances que ça aboutisse en l'état. En tout cas, on en parle dans un instant, de cette affaire avec Bruno Guglielminetti dans le débrief transatlantique. Allez, on termine l'actu de la semaine par des annonces matérielles. C'est du côté de l'opérateur Free que ça se passe, encore chez Free, pourrait-on dire, puisque ça intervient 2 semaines après le lancement de la grosse nouvelle Freebox. Free récidive avec une nouvelle petite Freebox, la Freebox Pop. C'est en réalité une nouvelle version plutôt de la Freebox Pop de 2020 qui a été mise en place avec une mise à jour importante du côté du Wi-Fi qui passe du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 7. Toutefois, l'offre reste réservée aux abonnés fibre. Alors, quelle différence avec la nouvelle Freebox Wi-Fi 7 lancée en janvier ? Eh bien, en fait, elle ne fonctionne pas exactement sur les mêmes fréquences. Notamment, elle fait l'impasse sur la bande 6 GHz, qui est ce qui se fait de mieux actuellement en la matière. Idem, du côté du débit maximal en fibre, elle est un petit peu moins rapide et elle est aussi moins chère, à 39,99 € par mois. Et puis, ce n'est pas tout, Lisa, puisque Free a également dévoilé cette semaine une offre de télésurveillance en partenariat avec une société qui s'appelle Chiara. Une offre qui se veut disruptive, comme on dit. Oui, c'est un service de vidéosurveillance pas cher et facile à installer. C'est la promesse de cette offre signée Chiara, une start-up créée par des anciens de Free. L'offre comprend une caméra Full HD avec vision nocturne, avec également un obturateur physique pour préserver la vie privée, une sirène de 105 dB, un détecteur de mouvement, un détecteur d'ouverture de portée de fenêtre et un clavier numérique, le tout à 249 €, associé à des offres de télésurveillance entre 0 et 19,99 € par mois, le tout à moins 20% pour les abonnés Free, un système donc qui est supposé s'installer en une dizaine de minutes seulement. Alors par contre, on a quand même quelques petits points faibles, notamment le fait que les équipements Chiara ne sont pas compatibles avec le protocole Matter, ni avec les assistants Google Home, Alexa et HomeKit. Voilà, la sécurité qui est un marché qui fait saliver les professionnels, mais il faut rappeler que d'autres opérateurs avant Free s'y étaient risqués et s'y étaient en fait cassés les dents. Orange, SFR avaient lancé des offres de sécurité qu'ils ont finalement retirées du marché. Voilà pour l'actu de la semaine, ma chère Lisa, je te remercie, quel beau travail, et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais plus, tu es là la semaine prochaine ou pas ? Eh bien non, la semaine prochaine je serai à l'autre bout du monde. Donc je vous écouterai. J'en étais sûr. J'espère avec bien. grand plaisir. Mais on se retrouve un petit peu plus tard. Eh ben écoute, bonnes vacances ma chère Lisa et on se retrouvera ultérieurement. Bye bye. Bye.
Et en attendant, on part de l'autre côté, non pas du monde, mais de l'Atlantique, retrouver Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet à Montréal pour parler notamment de deepfake. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti, bienvenue dans Monde Numérique. Bienvenue dans mon carnet. Hey, dis donc, cette semaine, je voulais revenir sur un truc qui a fait pas mal jaser de mon côté sur mes plateformes numériques. Et puis, tu as vu ça et puis tu voulais qu'on en parle. Ouais, tout à fait. Écoute, c'est une petite vidéo qui est sortie sur X, qui était assez étonnante. On voyait une jeune femme dans une voiture en train de raconter une histoire de lavette nettoyante, je sais pas quoi et tout. C'était une publicité en fait, hein, c'est ça. Et vraiment, ça ressemblait aux centaines de vidéos tournées à l'arrache par des gens qui ont des choses à dire. On pensait vraiment que c'était quelqu'un qui témoignait. Alors, c'était une pub, mais c'était fait pour ne pas ressembler à une publicité. C'était fait pour ressembler à une vraie vidéo. Un témoignage d'influenceur. Un témoignage d'influenceur, voilà, exactement. Et en fait, ce truc-là est parti vraiment très loin parce que on s'est dit, regardez, en fait, ce truc-là, c'est du deepfake. Tout est faux. Le texte est faux, la voix est fausse, l'image est fausse, etc., etc. Et on était tous sous le choc parce que c'était d'un réalisme qu'on n'a encore jamais vu jusqu'à présent. Et là, moi, je me souviens, je sais que moi, je l'ai montré à ma femme, cette vidéo, et on a eu un choc. On s'est dit, mais alors, ok, si demain, les réseaux sociaux, c'est ça, c'est que des trucs comme ça, mais c'est fini. Et on le sait, en fait, en même temps, c'est idiot parce qu'on sait que ça va arriver, mais on va plus pouvoir rien croire. La moindre vidéo de n'importe qui, tu te dis, ok, ça va, c'est un deepfake. Ou alors, à l'inverse, on prendra tout pour des deepfakes. Et en fait, Bruno, l'histoire n'est pas aussi simple, n'est-ce pas ? Ben non, effectivement, parce que, une fois, moi, j'ai vu cette vidéo-là, je l'ai trouvée intéressante, alors je l'ai republiée avec la source du compte qui avait embauché ou utilisé cet outil-là pour faire la publicité. Et sur ce compte-là, ça disait que c'était... en tout cas, que le message, évidemment, c'était pas la personne qui disait ça, mais qu'on avait utilisé un outil d'intelligence artificielle pour créer cette scène-là. Puis finalement, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que, l'intelligence artificielle avait été utilisée pour produire ce document-là, mais puis j'aime bien ton appellation du départ, on a devant nous un deepfake, un hyper-trucage, alors que il y a une entreprise française qui est située à Rouen, a décidé de lancer un service. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont contacté des modèles qui offrent leurs services sur Fiverr, qui est un service, une plateforme de travail. Là, sur des modèles, commande. donc des personnes, hein, ce qu'on appelle des modèles en anglais, des mannequins, enfin Oui, tout à fait. Des comédiens. Des personnes. Ouais. Et qui, eux, leur boulot, là, on appelle des UGC. Alors, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des vidéos témoignages. Voyez ça comme des comédiens qui vendent leurs services et qui vous font des petits bouts de 15 secondes ou 30 secondes. Ça peut coûter entre 50 et 300 $ et vous les payez et puis ils disent ce que vous voulez. Alors, ça, c'est le service. Alors, la compagnie française a été Fresh, c'est le nom de la compagnie française, les a contactés et en leur demandant s'ils étaient prêts et intéressés pour l'équivalent de 400 $ à leur enregistrer 3 vidéos et dans différents environnements avec différents vêtements et leur envoyer ça. Puis en échange de ça, la compagnie, elle, se prenait les droits d'utiliser ces vidéos-là pour revendre ces vidéos-là à des clients qui allaient changer le message qui était enregistré. Et puis, il faut croire qu'il y a un bon nombre de gens qui ont signé parce que quand on regarde le catalogue, là, c'est pas une centaine, mais c'est pas loin de gens qui ont embarqué dans toutes les langues qui sont présentes. Et donc, cette entreprise-là, maintenant, propose ce service-là. Alors, la compagnie qui a publié cette vidéo-là, a fait appel à ce service-là. Et donc, c'est une comédienne, une vraie personne, à qui on fait dire quelque chose qu'elle n'a jamais dit, avec sa voix, mais on aurait pu mettre la pub en français et ça aurait été sa voix adaptée en français. Qu'est-ce qui était faux dans l'histoire ? Donc, c'est que la voix, on est d'accord ? C'est uniquement la voix et puis les mimiques et les gestes, on s'entend, parce que ça, c'est refait. La gestuelle est refaite.
La refaite est refaite exactement, oui. D'accord. Donc, dans le fond, c'est vraiment l'appellation, c'est le modèle. Le canevas de base, c'est l'environnement Ouais. et le visage et le corps du mannequin. Ouais. Et par la suite, après, on lui fait faire par répétition, on la fait avancer, on la fait reculer, parce que c'est des mouvements qu'elle a fait précédemment dans ses vidéos, et donc on peut les répéter. Mais dans une vidéo de 30 secondes, normalement, les gens se mettent à cligner, mais là, tu vois qu'il y a la personne qui cligne. Alors, ils utilisent aussi pour améliorer l'expérience. Alors, tout ça fait que, en bout de ligne, et je reviens encore sur l'appellation parce que c'est exactement ça, on a affaire à un deepfake. Mais un semi-deepfake, en quelque sorte. Un deepfake, du moment que tu prends l'image de quelqu'un, tu lui fais dire... Oui, mais prends l'exemple du premier deepfake qu'on avait fait de Barack Obama, ouais. Ben oui, puis récemment, on en a, je pense, hier ou avant-hier, j'en ai revu un nouveau avec Obama la tête grise et qui dit essentiellement, vous savez, moi, je suis pas vrai, je suis un deepfake. Et c'est pas un truc de conspirationniste, là, c'est pour justement mettre les gens en garde par rapport à l'intelligence artificielle. Mais donc, on est devant un cas d'hypertrucage publicitaire. Et ça, ben, ça, un peu comme tu le disais, oui, c'est nouveau, ça fait partie des outils. C'est une boîte française qui offre le service. Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va faire comme boule de neige. Mais chose certaine, écoute, les publications que j'ai fait là-dessus, là, ça a monté jusqu'à 200 000 impressions. Ça a vraiment été chercher l'intérêt de bien des gens sur toutes les plateformes confondues. Là, c'était... Oui, parce que c'était très, très troublant. Puis encore une fois, on est entre deux eaux. C'est pas du 100% généré par intelligence artificielle, mais c'est de la vraie vidéo d'être humain sacrément remoulinée à l'intelligence artificielle. Quand même. Mais cette personne-là n'a jamais dit ce qu'on entend. Oui, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est ça. Et puis après, c'est du lip sync, de la synchronisation labiale. Puis c'est drôle parce que je me faisais la réflexion, j'ai dit, ces gens-là qui vendent leurs commentaires, s'ils le font sur Fiverr, par exemple, ils sont en lien avec le commanditaire. Donc, ils peuvent choisir si oui ou non ils veulent faire affaire avec une entreprise. Mais imagine-toi... On leur fait dire n'importe quoi. Et oui, et pour la réputation de cette personne-là, parce que c'est son image qui se promène. Ouais. Et ça va même très loin. Et d'ailleurs, il y a un article du Washington Post qui raconte comment des jeunes femmes, notamment, ont vu leur image volée, comme ça, pour être ensuite retrafiquée par intelligence artificielle, pour faire des publicités, et donc mettre dans leur bouche des propos qu'elles n'ont jamais tenus, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver par la suite. Mais bon, ça a meublé la chose. Mais ça, c'est une histoire, c'est passé. Il faut juste se préparer pour la suite. Mais de votre côté, disons que l'anonymat, Jérôme Colombin, on va te nommer, là. Mais l'anonymat chez vous, ça fait jaser. L'anonymat sur les réseaux sociaux qui est remis en question. Ouais, cette semaine, c'est un député français, Paul Midi, qui a remis sur le tapis, en fait, une vieille idée qui revient régulièrement. C'est un serpent de mer. Il faut lever l'anonymat sur les réseaux sociaux. Alors, ça fait beaucoup de bruit parce que c'est hyper clivant comme sujet. Tout de suite, tu as deux camps. Ceux qui vont être farouchement pour, ceux qui vont être farouchement contre. Le député en question a brandi un sondage qu'il avait fait faire, qui montre que 87% des Français sont d'accord. Alors moi, déjà, le sondage, ça m'a un peu interrogé, je veux dire. Parce que la question, elle est vachement plus complexe que oui ou non. Il y a plein de choses derrière. Déjà, l'anonymat n'existe pas sur les réseaux. On est dans du pseudonymat. C'est-à-dire que quand on est sur X, alors pas toi ni moi, parce que nous sommes là en toute transparence, c'est vraiment nous, mais il y a effectivement beaucoup de pseudonymes. Et ces pseudonymes, c'est vrai, n'empêchent pas complètement qu'on retrouve les personnes quand il y a des problèmes. C'est-à-dire que nous, il y a eu des procès en France pour des histoires de cyberharcèlement et on a réussi à retrouver les cyberharceleurs parce qu'il y a, avec l'adresse IP, avec le fournisseur d'accès, quand c'est commandité par les forces de police ou de justice, on peut remonter jusqu'aux auteurs des faits. Donc, il y a beaucoup de gens chez nous qui disent, écoutez, ça sert à rien, votre histoire d'anonymat, là, de lever l'anonymat, puisqu'il est déjà inexistant, en fait. Mais d'un autre côté, c'est vrai que Paul Midi, je trouve, a des arguments qui ne sont pas inintéressants. D'abord, il rappelle l'espèce d'ambiance de plus en plus délétère, notamment sur X, où c'est que de la haine, c'est que des insultes, c'est que voilà. Et puis surtout les affaires de cyberharcèlement, parce qu'à la limite, les insultes, c'est pas agréable, mais elles ne tombent pas toutes sous le coup de la loi. Tu vois, si je te traite d'imbécile, tu vas pas me faire un procès pour ça.
En revanche, si j'ai 500 personnes... Si continue comme voilà. ça, oui. Oui, il ne faut pas que j'abuse. Mais si j'ai 500 gus qui viennent pendant une semaine te balancer des messages qui vont au bout d'un moment t'atteindre, là, il y a un vrai problème. Donc, ça, c'est le premier constat. Deuxièmement, dans sa proposition, il n'est pas question d'obliger les gens à tous tweeter sous leur vrai nom, c'est pas ça. Il dit non, on peut maintenir le pseudonymat sur les réseaux, mais simplement, il voudrait qu'il y ait un système d'authentification un peu plus sûr qui permette de retrouver plus facilement les personnes qui se livrent à des agissements comme ça. C'est pour ça qu'Elon Musk, lui, voulait avoir le système de paiement par carte de crédit. Ouais, bien sûr. Genre 1 centime, mais juste pour laisser une trace. Voilà, pour laisser une trace, pour permettre au réseau. Mais alors là, l'idée, c'est de confier ça au pouvoir public chez nous et pas du tout aux plateformes. Les plateformes ne sauraient pas qui sont les gens. Donc, c'est pas totalement déconnant sa proposition, je trouve, malgré tout. Et en plus, il dit il y a un sentiment d'anonymat. Alors, ça a aussi un peu fait rigoler sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, sentiment d'anonymat, comme on parle de sentiment d'insécurité, etc. Mais c'est vrai que dans la tête de beaucoup de gens, notamment des jeunes, des enfants, des gens un peu irresponsables, etc., ils ont le sentiment d'être anonymes. Ce qui d'ailleurs pose des problèmes, parce qu'après, quand on les arrête, ils disent « Ah, mais je suis vraiment désolé, je ne me rendais pas compte, etc. etc. » Donc, il est réel, ce sentiment d'anonymat. Donc, je pense que c'est une situation vraiment complexe. Moi, je ne défends pas du tout sa proposition à ce député. Elle avait d'ailleurs déjà été débattue un peu à l'Assemblée nationale et ils avaient évacué la question parce que l'anonymat, ça sert aussi aux lanceurs d'alerte, etc. Mais ça revient régulièrement sur le tapis et ça déchire. Ça fait à chaque fois une grosse polémique chez nous. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ben, merci d'en avoir parlé. De quoi parles-tu cette semaine dans ton émission, juste après notre entretien? Ben écoute, je fais un clin d'œil au savoir-faire français, je m'entretiens, tu sais, alors qu'on parle de Neuralink. Ouais. Moi, j'ai parlé avec Guillaume Charvet qui pilote un groupe de recherche depuis un moment, et puis on parle donc de ce savoir-faire qui a été développé en France. Ouais. Pour faire marcher un paraplégique. C'est phénoménal. On génial. passe à travers tout le travail qui est fait. Moi, c'est un coup de chapeau, là. Ils étaient au CES de Las Vegas. Tu les avais pas vus à ce moment-là? Oui. Ouais. Exactement. Oui, ben je l'ai aperçu, mais là, j'ai vraiment pris le temps de parler avec lui. Sinon, je parle de numérique et d'agisme et comment on est en train de laisser peut-être sur le côté toute une génération de gens qui ont fait l'utilisation du numérique, mais là, tranquillement, pas vite. Bon, ben il y a des capacités qui s'estompent, mais il faut pas les oublier. Mm-hmm. Alors, il y a Frédéric Garnier qui en fait une spécialité. On parle de ça. Et puis, on va parler d'UNESCO. Il y a des grands travaux qui sont en train de se préparer dans le domaine de l'Internet. Alors, il y a le grand patron de l'UNESCO, en tout cas le représentant de l'UNESCO ici au Québec qui nous parle de leurs travaux. C'est fort intéressant, d'autant plus qu'il y a un événement là qui se passe ce temps-ci à Montréal. D'accord. Eh bien, écoute, ça s'annonce super intéressant. Donc, évidemment, comme d'habitude, tous les auditeurs de Monde Numérique iront écouter mon carnet juste après, bien sûr. Et pareillement pour les auditeurs de mon carnet, je les invite à aller écouter Mon Numérique. Jérôme, je te dis bonne fin de podcast et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et petite parenthèse, je rappelle que nous sommes ensemble avec notre camarade François Sorel également dans le grand débrief du mois de mars à retrouver sur le fil du podcast Monde Numérique. Ce sera le podcast grand débrief en date du 31 mars parce que ça tombera toujours le dernier jour du mois. Et tu as même concocté une surprise, mais ça, tu me dis de ne pas en parler, hein? Oui, il y a une surprise dans le grand débrief. Ouais, absolument. Okay, c'est une surprise, donc on en je parle vais être patient. Ouais. Voilà. OK, j'en parle pas, c'est bon. Okay. Salut, bonne fête. Ciao, bye. L'innovation de la semaine. Nous avons tous déjà reçu ces messages suspects par mail ou par SMS qui nous incitent à cliquer sur des liens pour ensuite révéler nos identifiants de connexion, voire pire, nos numéros de carte bancaire, etc. Les pirates rivalisent d'ingéniosité pour trouver toutes sortes de messages pour nous faire tomber dans les mailles de leur filet. Et donc, face à ce phénomène qui ne risque pas de s'arrêter, et qui a d'ailleurs notamment qui risque de s'accentuer
s'accentue avec des piratages comme celui récent de France Travail, puisque les pirates peuvent ainsi récupérer des données personnelles par milliers, ce qui va leur permettre ensuite de nous adresser des messages hyper ciblés, et y compris même peut-être dans plusieurs années, quand on aura complètement oublié ce piratage. Eh bien donc, bref, face à tout cela, je voudrais vous signaler une initiative intéressante de l'éditeur roumain d'antivirus Bitdefender. Il s'agit d'un chatbot qui permet de savoir si le message qu'on a reçu est ou pas une arnaque. Alors c'est un chatbot donc conversationnel comme ChatGPT, ça s'appelle Scamio, et bien on peut lui soumettre des cas particuliers et il est capable d'analyser des contenus. Donc on lui fait un copier-coller d'email, ou bien on peut même lui faire ingurgiter une copie d'écran, donc une image en fait. Vous faites un screenshot du SMS que vous venez de recevoir, que vous trouvez un peu bizarre, et le chatbot va l'analyser, va faire d'abord de la reconnaissance de texte, qu'on appelle le NPL, le traitement automatique du langage, et à partir de là, eh bien, elle va vous dire ce qu'il en pense. Alors j'ai fait le test avec un ou deux SMS de phishing. Le premier, le truc classique, coucou papa, c'est moi, mon téléphone est cassé, je t'envoie un message depuis le téléphone d'un ami, s'il te plaît, réponds-moi, etc., etc. Donc ça, il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. Et j'ai donc fourni ce contenu à Scamio, qui m'a immédiatement dit « Ouh là là, il risque d'y avoir un problème, ça ressemble vraiment à un SMS de phishing ». Cela dit, j'ai poussé le truc un peu plus loin, j'ai fait le test avec un SMS très très court que j'avais reçu aussi, ça vous est peut-être déjà arrivé, de quelqu'un qui vous dit « Salut, c'est moi, comment ça va ?» Juste ça, avec un 06 ou un 07, on ne sait pas ce que c'est. 9 fois sur 10, pour ne pas dire 99 fois sur 100, là aussi, c'est du phishing. Et là, je lui ai copié l'image, mais le pauvre Scamio, il a eu un peu plus de mal, parce que forcément, le message était extrêmement succinct, il n'y avait aucun contexte, donc il ne m'a pas particulièrement mis en garde. Mais n'empêche, ça marche quand même plutôt bien, et dans la plupart des cas, eh bien, il va comprendre ce qui se passe, et il va vous offrir des recommandations personnalisées sur ce que vous devez faire, ne pas répondre, bloquer, signaler, supprimer tous les messages suspects, etc. Voilà, Scamio, donc, c'est accessible. Je vous mets le lien en description, évidemment, de cet épisode. Ça fonctionne avec n'importe quel navigateur web. À noter qu'il faut quand même se connecter, donc il faut créer un compte, ou bien on se connecte avec Google ou autre. C'est accessible également depuis Facebook Messenger. C'est totalement gratuit, et la réponse est immédiate en quelques secondes. C'est une innovation intéressante que vous pouvez également faire connaître autour de vous. Parlez-en aux membres de votre famille. Vous savez, le tonton ou le papa ou la maman un peu âgée qui vous envoie des copies d'écran en disant « Oh là, qu'est-ce que je fais ? Je viens de recevoir ça. Qu'est-ce que t'en penses ?» Là, voilà, il ou elle pourra tester directement le scam ou la tentative de scam. Même si, et ça c'est plutôt pas mal, on s'habitue de plus en plus à reconnaître ce type de contenu. Donc, Scamio, S-C-A-M-I-O, ça vient du mot scam qui veut dire arnaque. Et puis au passage, je vous rappelle également le site officiel français cybermalveillance.gouv.fr, où on a tous intérêt à aller faire un tour de temps en temps, à la fois pour suivre l'actualité des grands piratages du moment, et puis pour faire même une espèce d'état des lieux de sa situation personnelle, et bien sûr en cas de lorsqu'on a été victime d'une cyberattaque ou d'un piratage, on peut essayer d'aller trouver des ressources, y compris quand on est une entreprise. Et alors là, on sera orienté vers des spécialistes, des officiers, enfin des sociétés de services spécialisés qui sont agrémentés, enfin reconnus par le gouvernement, par les autorités, et qui pourront, en toute logique, normalement vous aider à vous sortir du pétrin dans lequel vous êtes peut-être tombé. Donc ça, c'est cybermalveillance.gouv.fr, site d'utilité publique en France, et donc on peut diffuser l'adresse abondamment ici et là. Monde numérique, le meilleur de la tech. On passe aux interviews de la semaine avec l'IA au service de la défense nationale, et une interview exclusive du directeur général adjoint du groupe Thales dans un instant. Mais avant cela, on va faire le point sur le maquis des IA génératives. On en parle avec Benoît Raphaël, qui observe ce secteur avec minutie depuis déjà de longs mois. Les interviews qui vont suivre vous sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisode
épisodes séparés en version intégrale la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Benoît Raphaël. Bonjour. Benoît, journaliste, entrepreneur, créateur de la newsletter Génération IA, une newsletter pédagogique et qui décrypte l'intelligence artificielle et tout ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Benoît, je suis ravi de te recevoir, on se tutoie parce qu'on est journalistes tous les deux. Et puis en fait, tu vas avoir ta carte Gold parce que j'interviewe rarement la même personne plusieurs fois dans Monde Numérique, mais là, je crois que toi, tu vas avoir ton rond de serviette, ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'on se parle. Donc, welcome again. C'est un plaisir à chaque fois. Et alors, je voulais faire appel à toi parce que, écoute, en ce moment, on sait que ça explose, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais il y a plein de mots qui tournent autour de nous, les LLM, ChatGPT, Mistral, Gemini, Sora, etc. Franchement, je pense qu'on y voit plus très clair. Est-ce que tu peux nous aider à nous y retrouver un peu dans le paysage de l'IA, l'intelligence artificielle aujourd'hui. Qui fait quoi et à quoi correspondent tous ces termes ? Et pour bien comprendre, en fait, il faut d'abord bien différencier ce qu'on appelle le grand modèle de langage, le Large Language Model, LLM, on appelle ça, et ce qu'on appelle les interfaces d'IA. Alors, c'est une première précision, mais qui est importante à comprendre. Tu prends ChatGPT, par exemple. ChatGPT, c'est une interface, d'accord ? C'est une interface de chatbot, donc tu vas discuter avec un modèle d'IA, et ChatGPT, il embarque des LLM, donc des modèles, dont le plus connu, le premier, c'est GPT 3.5, qui est la version gratuite, GPT 4, qui est le plus puissant, mais qui aussi, ces modèles discutent avec d'autres outils à l'intérieur de l'interface pour, par exemple, créer des images. Dans ce cas-là, ChatGPT va faire appel à DALL-E, analyser des documents ou alors faire des calculs. Donc toi, tu as une différence déjà entre le LLM, qui est le modèle, et ChatGPT. Oui, c'est le moteur. Voilà, qui est un petit peu le moteur, si tu veux, dans la boîte. C'est un moteur sémantique, modèle de langage. Et ensuite, tu as l'interface qui permet de faire plusieurs choses. Tu prends Mistral, par exemple, qui est un modèle, à la base, c'était plus ou moins open source. D'ailleurs, ça l'est pas vraiment et ça l'est quasiment plus maintenant. Donc, et de moins en moins. Voilà, qui est utilisé dans différentes plateformes. Et ensuite, ils ont, eux, créé une interface qui s'appelle Le Chat, qui est assez proche de ChatGPT, donc qui, du coup, te permet d'interagir avec lui. Tu prends Copilot, par exemple. Copilot, c'est une interface qui a été créée par Microsoft et qui, elle, utilise GPT-4 pour fonctionner. Gemini, eh bien, c'est à la fois une interface comme ChatGPT et en même temps qui utilise un modèle qui est Gemini Pro ou alors Gemini Ultra 1.5, par exemple, pour le plus puissant. Claude d'Anthropic, qui est actuellement le modèle le plus puissant, est une interface de chatbot. Donc, on va sur Claude et on discute avec un chatbot et on peut utiliser 3 différents modèles. Claude 3 Opus, Claude 3 Sonnet et Claude 3 IQ, qui est le tout petit. En revanche, tu as maintenant des modèles qu'on appelle agnostiques, enfin des interfaces qu'on appelle agnostiques. Par exemple, si tu vas prendre Perplexity ou alors Monica ou Dust, qui est une interface française, dans ce cas-là, tu vas sur l'interface, tu payes ton abonnement et tu peux utiliser indifféremment GPT-4, Gemini Pro, Mistral ou alors Claude 3. Et tu payes un abonnement général, mais c'est pas la même interface parce que chaque interface va être destinée à des usages qui sont différents. Perplexity, par exemple, tu peux utiliser tous les modèles, mais c'est un moteur de recherche avant tout. Dust, c'est d'abord ce qu'on appelle un RAG, donc une interface qui te permet de mettre ta documentation et ensuite d'utiliser un modèle d'IA pour interagir avec ta documentation. Monica, c'est une sorte de boîte à outils, tu peux tout faire des images, gérer ta documentation et une interface qui est relativement simple et qui embarque pareil l'ensemble des modèles. Et puis après, tu as différentes tailles de modèles. Donc, tu as les modèles très puissants qui, en général, sont payants, ceux qui coûtent le plus cher. Donc, tu as GPT-4. Le premier modèle aujourd'hui, le plus puissant, c'est Claude 3 Opus, donc d'Anthropic, qui est financé essentiellement par Amazon notamment, et un petit peu par Google, alors que GPT-4 est financé par OpenAI et Microsoft. Tu as Mistral et tu as Gemini, donc ce sont les 4 grands modèles aujourd'hui qui sont utilisés par plein d'interfaces différentes et qui, eux, sont les gros modèles. Donc, Claude 3 Opus, c'est le gros modèle. Et ensuite, tu as les petits modèles. Alors, les petits modèles, c'est par exemple GPT 3.5, Claude 3 IQ, t'as Gemma de Gemini, donc qui lui est un modèle open source, et puis tu as Mistral Small, donc qui est le petit modèle.
Alors ces petits modèles, ils sont intéressants parce que ça veut pas dire que tu peux faire la même chose pour moins cher. Ça veut dire qu'en fait, tu vas les utiliser. Ils sont moins chers, ils sont beaucoup plus rapides et pour certaines activités, certaines actions, t'as pas besoin d'avoir le gros modèle. Donc quelque part, je pense qu'il y a une maturité dans l'industrie qui montre un petit peu comme tu as besoin parfois d'un super appareil photo pour faire des photos de studio professionnels et puis pour prendre des photos à la volée rapidement pour ton boulot, ben tu peux utiliser un iPhone par exemple. Donc tu as des modèles très puissants utilisés pour le raisonnement, par exemple, pour avoir de la génération d'idées un peu complexes, puis des modèles plus petits qui vont servir, par exemple, à faire de la synthèse, à faire des résumés, à faire des traductions, et notamment, si tu veux créer un chatbot pour ton entreprise, par exemple, pour un service client, le petit modèle est largement suffisant, et comme les gros modèles coûtent très cher, tu n'as pas besoin d'avoir des gros modèles pour les utiliser. Donc, il y a une spécialisation des modèles, en fait, aujourd'hui. Oui, alors parce qu'évidemment ces gros modèles coûtent beaucoup d'argent, coûtent beaucoup d'énergie aussi évidemment, et demandent plus de puissance de calcul. Et on s'est rendu compte que pour certaines tâches, t'as pas besoin d'utiliser ces gros modèles. Donc petit à petit, ça se spécialise. Et puis après, tu peux avoir des modèles qui vont être spécialisés un peu plus sur certaines tâches. Mais là, dans les modèles dont je t'ai parlé, hein, les 4 grandes marques, t'as le gros et le petit. Le petit, il est spécialisé dans des tâches simples. Un petit peu comme le système 1, le système 2, si tu veux, de la pensée. Il y a des tâches qui demandent plus de raisonnement, et puis des tâches qui demandent simplement des réponses rapides, et tu n'as pas besoin d'avoir des gros modèles. Et les forces en présence aujourd'hui, les grands acteurs, c'est qui alors? Donc c'est Microsoft, Google, Meta. Alors, des pure players comme Mistral, etc. Alors moi je mettrais. On peut mettre tous ces gens-là sur le même plan ou pas? Microsoft non, parce que Microsoft ils sont pas vraiment créateurs de modèles, même s'ils ont créé un petit modèle open source, mais globalement Microsoft sont mécènes. C'est le parrain quoi, toi c'est le parrain de la mafia, tu vois. Donc, c'est eux qui vont financer. Ça passe, ça leur fera plaisir. Ils vont fournir les locaux, la sécurité, puis d'avance si tu payes pas, ben du coup c'est un peu ce qu'ils ont fait quand OpenAI a failli tanguer. Ils sont revenus rappeler à tout le monde que c'était comme eux qui fournissaient à la fois les puces et les serveurs, et que sans puces, sans serveurs, OpenAI ne marchait plus. Donc c'est un peu le parrain de l'histoire. Ils sont présents un petit peu partout. Ils jouent d'ailleurs sur plusieurs tableaux. Aujourd'hui, ils interviennent chez Mistral, donc qui est concurrent en fait d'OpenAI, et ils créent leur propre chatbot, leur propre chat GPT, qui est un total concurrent du chatbot d'OpenAI, et qui en plus est gratuit. Donc évidemment, ils créent une vraie concurrence avec pas du tout les mêmes modalités. Moi, je dirais les 4 grands, c'est OpenAI qui pour l'instant crée le modèle le plus puissant. Le deuxième, c'est Anthropic, donc avec Claude, alors, qui est pas disponible en France. Mais il y a un petit truc, si on lit ma newsletter, je donne un petit truc pour effectivement pouvoir y accéder. Et puis, tu as ensuite Google avec Gemini. Et ensuite, le 4e, et c'est quand même pas rien, c'est un Français, c'est Mistral, avec donc le modèle Mistral large. Mistral s'openaise de plus en plus parce qu'ils sont plus open source. Enfin, ils l'ont jamais vraiment été, mais là, ils le sont carrément plus. Ils ont leur interface et ils sont financés par Microsoft. Donc, globalement, c'est un petit peu le nouveau. Et après, tu as Meta, mais qui a une approche un petit peu différentes, qui ont vraiment fait le pari de l'open source, du semi-open source avec Llama. Mais pour l'instant, Llama est largement en dessous en fait des autres modèles. Donc on attend encore Llama 3 qui sera leur prochain modèle. Ce qui est intéressant avec Meta, c'est qu'ils ont fait le pari de l'open source, donc de l'IA ouverte, ça c'est hyper intéressant. Et tu as aussi toutes les recherches que fait Yann Lequin sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, et qui donc semble laisser supposer que, penser en tout cas que petit à petit, Meta va vraiment rattraper son retard sur l'intelligence artificielle et rejoindre les 4 grands. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore dans la course. Eh bien super, merci beaucoup Benoît Raphaël. Pour en savoir plus, on renvoie à ta newsletter, donc Génération IA, dont le lien figure dans la description de cet épisode. Et je te remercie d'avoir pris le temps de nous décrypter tout ça. Avec plaisir. Bonjour Philippe Quérier. Bonjour. Vous êtes directeur stratégie, recherche et technologie chez Thales. Thales, grand groupe d'électronique impliqué dans la défense nationale. Vous fabriquez des équipements pour les militaires, également pour les civils, on va en parler. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut servir et être utilisée dans les matériels que vous fabriquez ? En fait, ce qui s'est passé quand on regarde, mais c'est vrai aussi bien dans le monde du civil que dans le monde de la défense, c'est qu'on a fait énormément de progrès sur la numérisation des capteurs. C'est-à-dire, en fait, on a des capteurs qui sont de plus en plus précis, qui donnent de plus en plus d'informations. Mais qui dit de plus en plus d'informations dit
un déluge de données, et ce déluge de données, il faut bien pouvoir le traiter. Et quelque part, le déluge de données dépasse maintenant la capacité d'analyse des humains, et donc quelque part se faire aider dans une prise d'aide à la décision, ou pour ne serait-ce qu'améliorer même la performance d'un capteur, est quelque chose d'absolument essentiel. Et là, l'IA peut être un superbe outil pour le faire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Oui, bien sûr. Vous prenez aujourd'hui un avion de chasse, typiquement un Rafale, on voit très bien qu'on a fait d'énormes progrès sur, prenons ce qu'on appelle le pod, qui est un pod optronique. Quelque part, c'est une très grosse caméra, très précise, qui est capable de prendre un grand nombre d'images à la seconde, mais qui dit énormément d'images à la seconde fait que soit on fait du traitement une fois qu'on a stocké les données et puis on le fait au sol, mais maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est la possibilité de faire du traitement directement à bord de l'avion. Et donc, en mettant des capacités d'IA, mais qui est très spécifique, parce qu'on doit mettre ça dans un environnement où on a très peu droit à consommer de l'énergie. On n'a pas un data center. Et donc, résultat, ça permet d'analyser automatiquement les images. Et il y a toujours le pilote, qui c'est une aide à la décision, parce que ça va venir lui indiquer des points d'intérêt avec une interface homme-machine très, très claire, qui va le permettre de lui dire, regarde là, où voilà, il y a intérêt à regarder un peu plus précisément à tel ou tel endroit. Pour la navigation ou pour la Non, c'est aussi potentiellement pour de la reconnaissance, c'est-à-dire de pouvoir détecter automatiquement toutes les zones ou les endroits qui peuvent être des zones d'intérêt. Ça ne se faisait pas avant ? Alors, ça se faisait avant, mais ça se faisait en prenant toutes les images et ensuite, dans une mission de reconnaissance, on analysait au sol les images qui avaient été enregistrées. Après coup. Vous avez un autre exemple ? Alors, bien sûr, un exemple. Alors, je vais aller dans un exemple, cette fois-ci, système. Prenons aujourd'hui un centre de gestion du trafic aérien. En fait, le centre de trafic ou le contrôleur aérien va avoir des outils qui lui permettent d'organiser en fait le séquencement des atterrissages de tous les avions qui arrivent dans sa zone. Et aujourd'hui, en fait, on a des règles extrêmement claires et explicites de ce qu'on a le droit de faire, avec des algorithmes très complexes. Et en particulier, vous pouvez pas mettre un petit avion trop proche d'un gros avion parce que vous allez avoir des turbulences, et donc ça vous fait une organisation du séquencement qui est très complexe à faire. Ça, on le fait par des algorithmes qui sont des algorithmes explicites. On le fait aujourd'hui, on a des outils d'aide à la décision. C'est pas forcément les plus performants. Par contre, ce qu'on est en train de faire, et on travaille directement avec l'autorité de certification qui est l'EASA en Europe, est de pouvoir avoir à côté en fait de ce système des systèmes basés sur l'intelligence artificielle qui font des propositions. Et c'est ce qu'on appelle un séquenceur. Et en fait, on va avoir une proposition pour le contrôleur aérien qui va dire, en fait, si tu faisais cet avion, tu gagnerais en fait à la fois du temps, parce que quelque part, ça permet de séquencer mieux les avions. Ils vont moins tourner en l'air, et donc, quelque part, on va aussi minimiser la consommation des avions, qui est aussi un objectif très important pour la planète. Et donc, résultat, in fine, on va avoir une proposition auquel ils n'auraient pas pu penser. Mais l'intérêt aussi, c'est que cette proposition, on la réinjecte en fait dans le calcul formel pour vérifier que cette proposition respecte bien toutes les règles formelles, et donc, in fine, il peut appuyer sur le bouton et dire « c'est cette proposition que j'accepte ». Oui, donc c'est l'homme qui garde la décision. Absolument, le contrôle avec un check que toutes les règles ont bien été respectées. Mais il garde le contrôle pour combien de temps ? Aujourd'hui, c'est le discours que vous tenez aujourd'hui. Est-ce que demain, on va pas aller logiquement vers encore plus de délégation à la machine et d'automatisation ? Alors, je pense que les champs d'application où on ira, je dirais, dans des endroits où il y aura une forme de délégation, en fait, dans nos métiers, elle est extrêmement limitée. Parce qu'on sait que, les avions civils, et j'imagine aussi militaires, font déjà laissent une grosse part à l'automatisation. Oui, alors en fait, on a des formes effectivement d'autopilote, mais il y a toujours un moyen effectivement de contrôle. Ce qui est extrêmement important, c'est toujours quelque part d'avoir une forme, et c'est bien pour ça que je pense que l'IA, le mot intelligence artificielle fait peur. Elle n'est pas du tout là pour se substituer à l'humain. Elle est là, quelque part, pour assister l'humain dans la prise de décision. Et je pense que c'est l'énorme différence que l'on a avec nos systèmes critiques, parce que de toute façon, nous, la part de l'humain et la responsabilité de l'humain est absolument fondamentale dans tous les métiers où on opère. Merci beaucoup, Philippe Carrier, directeur stratégie, recherche et technologie chez Thales. Merci.
Voilà, c'est fini pour cet épisode de l'Hebdo de Monde Numérique du 30 mars 2024. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. On se retrouve la semaine prochaine, comme chaque samedi. Et puis d'ici là, ne ratez pas les versions intégrales des interviews que vous avez pu entendre si vous ne les avez pas écoutées dans Monde Numérique Premium sur Apple Podcast. À écouter sur toutes les bonnes plateformes de podcast, notamment si vous vous interrogez sur la meilleure manière d'adopter l'IA pour votre business. Je vous invite à écouter la version longue de l'interview de Benoît Raphaël. Voilà, à ne pas rater ce week-end, le grand débrief de Monde Numérique avec François Sorel et Bruno Guglielminetti. Beaucoup de rigolade et aussi beaucoup de sérieux pour débriefer l'actu-tech du mois écoulé. C'est donc l'épisode en date du 31 mars 2024. Je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut.